Masret Shabbat Daf Ain Tet. Nous commençons à la 7e ligne. Or Kedei La'asot. Nous allons voir Bezrat Hashem aujourd'hui les dynimes du klaf, c'est-à-dire en particulier comment on va diviser la peau de la bête, qu'est-ce qui est appelé le klaf, le gvil, le tursustus, sur quoi nous décrivons les mezuzot, les tefilin, tout ceci va être développé dans la Gemara. Donc nous sommes toujours dans la sugya des shiurim, c'est-à-dire lorsqu'un homme a sorti, comme le cas de la Mishnah, or un morceau de peau, quel est le shiur que cet homme ait transgressé Shabbat, c'est-à-dire qu'il va être chayav d'apporter un korban khatat lorsqu'il a transgressé Beshogeg, ou il est chayav skila lorsqu'il a transgressé Bemezi. Donc nous avons vu qu'il y a des shiurim pour chaque chose, pour chaque objet, pour les aliments, pour les boissons, et dans la Mishnah nous avons vu que or, c'est-à-dire de la peau, un morceau de peau, c'est suffisamment, nous dit la Mishnah, Kedei La'asot Kemiya, pour faire une kamiya, c'est-à-dire pour recouvrir avec un morceau de peau, une kamiya, dire ce morceau de parchemin dans lequel on écrit des mots qui sont les refoua pour la guérison. Donc là la Mishnah nous a dit or Kedei La'asot Kemiya, c'est-à-dire pour recouvrir la kmiya. Bien sûr la kmiya n'était pas écrite sur de la peau, elle était écrite sur du klaf, sur un morceau de parchemin. La peau c'est de la peau, c'est pas du parchemin. Bon, Mine Rava et Rav Nachman, dit la Gemara, on a posé la question à Rav Nachman, c'est Rava qui a posé la question à Rav Nachman. Amotzi or bekama, si un homme sort un morceau de peau, bekama, dire combien doit-il sortir pour que ceci soit considéré comme un chilul Shabbat, une transgression de Shabbat. Amar, là, il a répondu qu'il est plein. Comme c'est marqué dans la Mishnah, or Kedei La'asot Kamiya, de quoi recouvrir la Kamiya. Bien sûr, comme expliquent les Shonim, Rava avait bien entendu lu la Mishnah, mais Rava a posé cette question en tant qu'introduction pour les questions qui vont suivre. Ama Avedo Bekama, entre crochets, c'est marqué celui qui va travailler cette peau, la tannée, Bekama, quelle est la quantité? Amarle Loshena, il dit il n'y a pas de différence, c'est-à-dire aussi de quoi recouvrir cette Kamiya. Le Ovdo Bekama. Et là, la question était la suivante. Si j'ai un morceau de peau que je vais travailler, que je vais tanner, et que j'ai sorti, Bekama, quelle est la quantité pour que je sois chayav? Et là, il lui a dit à Marley Loshena, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire, c'est aussi Kedei La'asot Kemiya, de quoi faire, de quoi recouvrir avec cette peau ce parchemin de Kemiya. Et nous allons avoir donc une preuve, la Gemara va développer. Manatimra. Et quelle est la source de cet enseignement? Qui dit Nan, comme nous avons une Mishnah, Melaben. Melaben, c'est celui qui va prendre de la laine et qui va la laver, la blanchir. Vamenafet, qui va la peigner. Veatsovea, celui qui va teindre cette laine, Veatove, et qui va en faire des fils. Quel est le shiur pour la transgression de Shabbat? Kemelo rocha vasit kaful. C'est-à-dire comme la largeur du site, kaful, multiplié par 2, doublé, et le site, nous dit Rashi, c'est l'intervalle qu'il y a entre l'index et le majeur, la etzba et la hamma. Cet intervalle multiplié par 2, donc 2 fois cet intervalle, c'est le shiur si quelqu'un a lavé de la laine, ou bien l'a peigné, ou bien en a fait un fil. Vea oreg, celui qui va tisser de la laine, Oreg shnechutim, comme nous avons vu dans la Mishnah, il va tisser 2 fils, il va faire passer 2 fois le fil de la trame dans les fils du sheti. Shiuro kemelo rocha vasit, le shiur c'est une seule fois rocha vasit, la largeur de cet intervalle. C'est-à-dire si un homme a tissé un morceau de tissu, ne serait-ce qu'une petite largeur comme rocha vasit, il est chayav. Donc nous voyons, nous dit la Gemara, le melaben menafet sovea, ils ont tous le même shiur que Tvia, que celui qui va faire des fils de laine. Donc, je peux déduire Alma, Kevan de l'Etvia Kae, étant donné que cette laine est destinée à en faire des fils, Shiuro Ketavi. Le shiur, c'est comme le shiur de Tavi, de celui qui va faire des fils, c'est-à-dire Kimlo Rocha Vasit Kaful. Donc, je veux tirer de cette Mishnah la preuve suivante, c'est que, puisque cette laine est destinée à cette utilisation, le shiur sera la quantité que normalement on est chayav lorsqu'on va faire un fil.
Hachiname, nous dit la Gemara, Kevan de l'Ovdokae, étant donné que cette peau est destinée à la tanner, on va bien sûr la travailler. Eh bien, shiur, si je vais la déplacer, le shiur, c'est aussi le même shiur de la transgression de celui qui va tanner la peau. Et comme nous avons vu que celui qui tanne une peau, c'est aussi le shiur qui est de la sot kamia, de quoi recouvrir une kamia, eh bien là aussi, on va dire, celui qui va transporter cette peau, lorsqu'il va transporter l'équivalent de cette quantité qui est de la jot, kemeubad, c'est comme si, donc, je vais tenir compte du shiur que je vais tanner la peau. Alors la Gemara continue, il nous dit Veshelole of the Bekama. Si c'est une peau que je n'ai pas destinée à la travailler, à la tanner, quel est le shiur si j'ai transporté cette peau? Amarli, il lui a dit Loshena, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire là aussi, le shiur, c'est comme la quantité de peau que normalement tu es chayav lorsque tu as destiné cette peau à la travailler. Donc la Gemara nous dit Velo shane ben meubat leshenu meubat. Ça voudrait dire donc qu'il n'y a pas de différence si cette peau est destinée à être tannée ou qu'elle ne l'est pas. Dans tous les cas, si tu vas transporter, déplacer cette peau Shabbat, tu es chayav pour le shiur de la melacha de tanner la peau, qui est de quoi faire donc recouvrir cette kamia. Et pourtant, nous dit la Gemara étivée, nous allons voir ici quelques preuves où il y a une différence lorsque l'utilisation est pour cela ou pour une autre utilisation. Par exemple, Amotzi Samanim Shuruim Kedelitzva Baim. Samanim sont toutes sortes d'herbes, de plantes qui servaient à faire des couleurs. Si un homme a sorti des Samanim Shuruim qui sont déjà trempés, qui sont prêts à être utilisés pour la peinture, quel est le shiur? Combien cet homme, à partir de combien cet homme a transgressé Shabbat lorsqu'il a sorti suffisamment pour peindre, pour avoir de la couleur, pour peindre une dougma, c'est-à-dire, nous dit Rashi, tout petit peu un exemple, un échantillon. Leira, Rashi nous dit, c'est la quantité qu'on a besoin, plus ira du gardi, c'est-à-dire là où la pelote du fil de la trame se trouvait sur une sorte de canet de roseau, pour fermer l'ouverture de ce roseau, de peindre l'ouverture de ce roseau, c'est le shiur de Tzivia. Donc nous avons dans cette Mishnah un premier enseignement. Si un homme sort des samanim qui sont destinés à faire de la couleur, le shiur c'est de quoi? L'itzva baim dugma, un échantillon, c'est-à-dire vraiment une toute petite quantité. Veilu basamanim shenan shuruim, mais pourtant, lorsque ce sont des samanim qui n'ont pas été trempés dans l'eau, qui ne sont pas directement destinés, qui ne sont pas prêts à l'utilisation pour les couleurs. Tnan, nous avons une autre Mishnah que nous verrons par la suite, c'est marqué clipé et gozim, donc clipé les écorces extérieures du rachid des noix, clipé rimonim, l'écorce des grenades, sétis ou pois, ce sont deux plantes avec lesquelles on faisait des couleurs. Rachid traduit le mot en laz, le deuxième c'est la garance. Le premier c'est une autre sorte de plantes avec lesquelles on faisait des couleurs bleues, d'autres couleurs. Kedel litzvoa baem beget katan. Quel est le shiur si un homme a sorti des épluchures, des écorces de noix, de rumonim, de stis ou pois? C'est de quoi litzvoa teindre beget katan, un petit habit. Les filles sefacha, c'est-à-dire qui se trouve, nous dit Rashi, sous la coiffe des femmes, on mettait un petit habit, et c'est un shiur qui est bien plus grand que l'échantillon que nous avons vu. Donc, nous voyons de cette Mishnah, concernant les sammanim, c'est-à-dire les sammanim qui sont destinés, qui ont déjà été trempés, ont un shiur particulier. Les autres ont un autre shiur. Donc, je vois qu'on fait une différence, et on devrait faire aussi la même différence pour une peau qui est destinée à être travaillée ou une peau qui n'est pas destinée à être travaillée. Pourtant, Rav Nachman a dit que dans tous les cas, le shiur est le même. L'Agmar répond, tu n'as pas de preuve de là-bas. Pourquoi? Itmarala. Puisque sur cette différence entre les samanim, Rav Nachman a déjà répondu, Amar Rav Nachman, Amar Rav Ravoua, les filles shenadam torach lishrot samanim nitzva baem dugma leira. C'est-à-dire, nous a dit Rav Nachman, lorsque j'ai des samanim qui ont déjà été trempés, qui sont prêts, là, même un tout petit peu, c'est-à-dire de quoi peindre un échantillon, c'est une quantité importante et on va faire de la couleur. Mais préparer des samanim, les tremper
pour pouvoir peindre juste cet échantillon, ça personne ne le fera. Pour pouvoir commencer et prendre des shrod, samanim, de l'eau, là, il faut une plus grande quantité, c'est-à-dire je ne vais faire ce dérangement que si je veux avoir la quantité d'un petit habit. Donc c'est pour cela, nous dit Rav Nachman, voici la différence. Lorsque ces samanim ont déjà été trempés, donc là ils ont une autre importance, même un tout petit peu, je vais m'en servir pour peindre un échantillon. Mais lorsque les samanim ne sont pas prêts, n'ont pas été trempés, donc là, le shiur est plus important puisque personne ne va se fatiguer à tremper ces samanim si ce n'est pour teindre un petit habit, donc ce petit habit qui se trouve sous la coiffe. Alors que, concernant la peau, nous n'avons pas cette différence, même une peau qui ne va pas être tannée a aussi son importance, kémélo, comme le shiur de Kamiya. Alors la Gemara continue avec une autre question. Rézérone gina, des graines, gina qu'on va semer dans un jardin. Les kémé des harinou, avant qu'on ait semé ces graines, quel est leur shiur? Maintenant nous avons une Mishnah. Zérone gina, si un homme transporte des graines qui sont plantées dans un jardin, qui doivent être plantées dans un jardin, parot mikal grogeret. Le shiur c'est un peu moins que le volume d'une figue sèche. Juste un peu moins. Rabbi Yehuda ben Betera Omer Chamisha. Yehuda ben Betera nous dit le shiur c'est 5 graines. Lorsque tu vas sortir d'un domaine à l'autre 5 graines, tu as transgressé Shabbat, là est l'importance, la chashivut de ces graines. Vilou batar des harinou. Et pourtant, une fois que les graines ont déjà été semées, ont déjà été plantées, maintenant nous avons une Mishnah. Zevel, du fumier, Vechol, Adak et du sable fin. Quel est le shiur si un homme va transporter du sable fin pour qu'il soit chayav, puisque comme nous avons vu, il faut pour chaque chose une importance, qu'il y ait un shiur, pas juste une quantité insignifiante. Kedé les avel bo kelar shel karou, dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit, si on a suffisamment donc, de fumier pour utiliser comme engrais, pour même kelar shel karou, une racine d'un chou. Dit Rabbi Akiva, son port de Rabbi Akiva. Chachamim omrim qu'ils avel krisha, d'après le Chachamim pour le poireau. En tout cas, nous voyons qu'aussi bien d'après Rabbi Akiva que les Chachamim, c'est un shiur plus grand que les Sangarinim ou que moins que la Grogeret. Donc nous voyons que des graines, avant d'être plantées, d'être semées, elles ont un petit shiur. Une fois qu'elles ont été plantées, semées, là elles ont une autre importance, puisque lorsque je vais déplacer du fumier ou du sable fin, c'est pour, ne serait-ce que pour mettre de l'engrais autour d'un seul klar chez le korou, c'est aussi suffisant. Quand si je vais sortir des ironymes avant d'être semé, après les avoir, je ne vais pas pouvoir les... Disons qu'une fois qu'elles ont été semées, je ne vais pas les sortir, les déplacer. Mais je vois que je vais déplacer le zével pour ça, donc je vois que les graines vont prendre une autre importance une fois qu'elles ont été semées. Alors, est-ce que c'est une fois qu'elles ont poussé ou même lorsqu'elles sont encore petites? C'est vrai qu'a priori, si elles ont déjà poussé, c'est plus la même chose. La Gemara ne compare pas. Donc, peut-être que même lorsque ça n'a pas encore poussé, il y a une chashivut. Il faudrait vérifier. On verra peut-être après cette nekuda. Donc, la Gemara nous dit, tu vois aussi ici qu'il y a un shiur différent si ces graines ont déjà été semées ou elles ne l'ont pas été. Et la Gemara répond, Itmarala, sur cette question aussi, cette contradiction, nous avons déjà une réponse de Rav Papa. Rav Papa a dit Adezria, Adelozria. C'est-à-dire tout dépend si Zria j'ai déjà semé ou je n'ai pas encore semé. Pourquoi les fichiers Adam Torah l'otzinima achat les Zria? C'est-à-dire un homme, nous dit Rav Papa, ne se fatigue pas de sortir nima achat, c'est-à-dire une seule graine, les Zria pour la semer. Donc, tant que les graines n'ont pas été semées, elles n'ont pas encore une importance, donc il faut qu'il y ait toute une poignée comme Kegrogeret, nous avons bien d'après Rabbi Yehuda comme 5. Mais après avoir été semé, là, même une seule graine, c'est-à-dire qui donnera un klar, c'est-à-dire une racine de chou ou de poireau, a déjà son importance. La Gemara continue, Varetit, pourtant de la boue. Nous avons vu le titre, des Mikamet, des Ligbélé, c'est ce que la Gemara avait déjà rapporté plus haut. Avant qu'on ait préparé le titre, nous avons une Mishnah où c'est marqué Modim Chamim Rabbi Shimon Bemotzi Shofrim Shlabim Shuro Berevi. Donc dans le daf précédent, nous avons vu que les Shofrim, quel était le shiur de quoi préparer un peu de titre.
Quel était le shiur? Nous avons vu que c'était berevi'it, c'est-à-dire un revi'it alog. Le shiur de revi'it, si un homme a sorti des eaux sales, le shiur d'un revi'it, il est chayav. Ve'avinanba, et on s'est posé la question. Shofrim le maïchazu, à quoi va servir cette eau sale? Vamar Rabbi Yirmiyah avait répondu, les gabel ba'metatit, pour préparer le tit, c'est-à-dire pour préparer cette boue. Et pourtant, vilu bata de gavle, une fois que le tit est déjà préparé, nous avons une braïta qui dit Tanya tit, si un homme a sorti de la boue, c'est que dès la sot ba'em pikor, pour faire l'ouverture du cours. Nous avons vu que le cours, c'est là où il y avait donc un petit trou où on mettait des braises du feu et on le fermait avec, mais c'est juste un petit trou pour rentrer le soufflet pour attiser le feu. Donc je vois que le tit, une fois qu'il a été préparé, si je transporte ne serait-ce qu'un petit chiour, je suis chayav. Mais lorsqu'il n'a pas été encore préparé, l'eau qui va servir à la préparation du tit, il faut un grand chiour qu'un chiour de révite. Donc tu vois qu'il y a une différence avant que le tit ait été préparé et une fois qu'il a été préparé. Donc on devrait dire, dit la Gemara, la même chose avec une peau qui a été tannée ou une peau qui n'a pas été tannée. Et la Gemara nous dit que là-bas aussi il y a une autre explication, c'est ce que nous avons vu plus haut, Atam Namek d'Amran, comme nous l'avons dit, les fiches Nadam Torah, le Gavel et Tatit, la Sotbo Piko. C'est vrai que tant qu'on n'a pas encore préparé le tit, le chiour d'eau sale pour être chayav, c'est un révi, puisque personne ne va faire cette préparation de tit pour une toute petite quantité. Donc si déjà il va préparer le tit, c'est pour une grande quantité, donc il faut au moins un réveil d'eau pour mélanger avec le tit et en faire cette boue. Alors, une fois que le tit est déjà prêt, c'est vrai qu'à ce moment-là même, de quoi faire ce picot, il y a une chashivut particulière, et c'est pour cela qu'il est chayav. Donc nous voyons de ces exemples qu'on tient compte toujours de la chashivut, c'est-à-dire est-ce qu'un homme considère cette quantité comme étant importante ou pas. Si c'est une quantité importante, donc à ce moment-là, lorsqu'il va la transporter Shabbat, sortir d'un domaine à un autre, il est chayav. Lorsque c'est insignifiant, il n'est pas chayav. Et tout dépend aussi du contexte. Parfois, avant la préparation, cette quantité n'est pas suffisante, mais après la préparation, la quantité est plus importante. De même, pour, par exemple, les garinim, nous avons vu des zéronim, c'est-à-dire pour les graines, ou pour encore les samanim qui ont été trempés ou qui n'ont pas été trempés. En tout cas, nous revenons à ce que a répondu Rav Nachman Rava. Si un homme a sorti un morceau de peau, si cette peau a été tannée ou elle est prête, elle va être tannée, ou bien une peau qui ne va pas être tannée, en fin de compte, le chiour est le même, c'est toujours de quoi recouvrir cette kmir. La Gemara continue, Tashma, nous avons une braïta. Damar Rabchia Barami Mishme Deoula, Rabchia Barami a dit au nom de Oula, une memra, Shlosha Orot En. Il y a trois peaux, trois sortes de peaux. Une peau qui est appelée Matzah, une autre Rifa et la troisième Diphtéra. Nous allons voir quel est le cas de ces trois peaux. Matzah Kemashmao. Dire Matzah, c'est, comme on l'entend, une Matzah, une galette, c'est-à-dire de l'eau meliar qui n'a pas été salée, puisque la peau généralement est salée, de l'eau kémiar et où on n'a pas mis non plus de farine. La peau, nous dit Rashi, était trempée dans de la farine et de l'eau. Donc, matzah, c'est une peau qui n'a été ni salée, ni trempée dans de la farine, ou de l'eau afit, c'est qui n'a pas été travaillée avec des gales de chêne. Vekama shiuro. Et quel est le shiur si un homme a transporté, déplacé de la matzah, c'est-à-dire de cette sorte de peau qui n'a pas été travaillée, qui est brute, Taner Rav Shmuel bar Rav Yehuda que de la tsurbo mishkelot ktana. De quoi recouvrir, fermer un petit poids, puisqu'à l'époque, les gens qui avaient un petit poids, nous dit Rashi, en ferret, en plomb, lorsqu'on le laissait à l'air, il risquait avec le temps de diminuer, donc on le recouvrait d'une peau. Ce chiour, c'est le chiour de la chashivut de cette peau. Vekama, c'est combien? Marabaye, riva des pompadita. Un quart du quart de pompadita. C'est-à-dire dans la ville de Pompadita, il y avait un quart de litra, nous dit Rashi, et l'habitude des socharim était de prendre ses poids et ensuite de les recouvrir avec une peau. Donc si un homme a sorti une peau, Shabbat, une peau qui n'a été ni travaillée avec du sel, ni de la farine, ni avec des gales de chêne, quel est le din? Quel est le shiur? C'est de quoi recouvrir ce poids. Ensuite, nous avons chifa. Chifa,
c'est cette peau d'émaillard qui a été salée, mais on n'a pas continué la procédure du tannage de la peau, vélo camillard, vélo afitz. Elle n'a pas été trempée dans de la farine, elle n'a pas été travaillée avec ses gales de chêne. Vekama shiur, quel est le shiur pour celui, quelle est la quantité, celui qui va sortir cette peau à transgresser Shabbat, qui détnan, comme nous avons dans la Mishnah, or, kedela sot kamilla, une peau, de quoi recouvrir la kamilla, c'est-à-dire ce parchemin où il y a cette refoua écrite. Diphtéra, pour la diphtéra, que signifie diphtéra? C'est un morceau de peau d'émaillard, vekamia, velo afitz, elle était salée, elle a été trempée dans de la farine, mais elle n'a pas été travaillée avec la gale de chêne. Kama shiuro, quel le shiur, kedelichtov alav et aget, de quoi écrire un get. Et Rashi nous dit de quoi écrire un get, c'est une seule ligne, comme c'est marqué dans Maseret Gitin, areat muteret lekol adam. Son nom, le nom de la femme et les témoins et la date, ceci suffit pour écrire un get. Donc c'est le shiur le plus petit des trois cas qui ont été rapportés. En tout cas, nous voyons de cette memra, de Rapriya Barami au nom de Oula, qu'il y a trois peaux différents, trois stades différents. Katanemia, kedela turbo mishkelot ketana. Donc je vois qu'une peau qui n'a pas du tout été travaillée a un shiur plus grand, de quoi recouvrir ce poids. Ve'amar Abaye, Abaye a dit riva des pompadita. Donc tu vois qu'une peau qui n'a pas été travaillée n'a pas le même din, comme nous l'avons vu ici, que de la sot kemia, mais de quoi recouvrir ces poids. Donc là, il me répond, attends un bébichoula. Là-bas, on parle d'un cas particulier. On parle bébichoula, c'est-à-dire d'une peau qui est humide. C'est-à-dire, nous dit Rashi, lorsque la peau telle qu'elle a été enlevée, elle est appelée bichoula, puisque le bichoul, la cuisson se fait avec de l'eau, elle est humide. Donc puisqu'elle est à ce moment-là humide, on ne peut même pas envisager de la tanner. Là, effectivement, le chiour est le suivant, c'est un grand chiour de quoi recouvrir le poids. Mais lorsque, l'explique Rashi, lorsque la peau a déjà séché et qu'on peut la préparer, on peut la tanner, même si on ne l'a pas encore tannée, puisqu'on peut la tanner, elle a déjà le statut d'une peau tannée, et le chiour devient kedelasot bokemiya. Donc nous n'avons pas de contradiction avec ce que nous a dit Rav Nachman auparavant, puisque Rav Nachman nous parle d'une peau qui peut être tannée. Cette memra au nom de Oula, il s'agit d'une peau qui est encore humide et qui ne va pas être tannée. Ensuite, la Gemara continue, Ve'atnan, et pourtant nous avons une dernière Mishnah qui nous dit Abeged shloshal shlosha, concernant un habit en peau. Quel est le shiur d'impureté si un homme impur va marcher, piétiner dessus? L'impureté de Médras, c'est 3 tfachim sur 3 tfachim. Asak, si c'est un tissu, nous avons vu de poils de chèvre, arba al arba, c'est 4 tfachim sur 4 tfachim pour qu'il y ait une impureté de Médras. Or, la peau, et là nous dit le Tana, la peau c'est Khamisha al-Khamisha, 5 sur 5. Mafatz, Vav al-Vav. Et une natte de jonc, c'est 6 sur 6. Ben le Médras, ben le Met, aussi bien pour l'impureté de Médras que l'impureté du mort. Vetane Allah. Et nous avons une braïta qui nous dit Abeged vasak ve'or kishiur le tuma kar shiur le otsa'a. La braïta nous dit le beged, le sac et le or, ce qui nous intéresse ici c'est la peau. Nous voyons que la peau, quel est le shiur? Le même shiur, la même quantité pour l'impureté, c'est le shiur si je l'ai sorti dans le domaine public. Donc pour l'impureté, nous avons vu que c'est combien pour le or? C'est marqué 5 sur 5. Donc 5 tfachim sur 5 tfachim pour que ce morceau de peau devienne impur lorsqu'un homme zav, un impur, va piétiner dessus l'impureté de Médras. De même, nous dit la Braïta, si tu vas sortir cette peau dans le domaine public, lorsqu'elle fait 5 sur 5, tu es chayav. Moins que 5 sur 5, tu es patour. Ça, c'est une contradiction avec ce que nous venons de voir au nom de Rav Nachman, puisque au nom de la Mishnah même, puisque la Mishnah nous a dit que Or Bekama, c'était que de la sot Kemia. La question est effectivement sur la Mishnah, mais seulement d'après l'explication de Rav Nachman. C'est-à-dire, sans Rav Nachman, j'aurais pu dire que notre Mishnah, on parle dans le cas où la peau a été tannée. Puisque la peau a été tannée et travaillée, donc là c'est le shiur de quoi recouvrir la kémia. Lorsque la peau n'a pas été tannée, là le shiur est de 5 sur 5. Mais Rav Nachman qui nous a dit que même lorsque la peau n'a pas été tannée, le shiur
c'est Kedela Sodbokmiya. Donc là, nous avons une question, une contradiction, et la Gemara va répondre Aou be Kurtobola. Aou be Kurtobola, c'est-à-dire, c'est une peau qui va être utilisée pour recouvrir des lits, pour en faire une table, et cette peau va être cuite, Mirachi Perotrim, dans de l'eau très chaude, et elle va durcir. Donc une telle peau, on ne peut pas par la suite l'utiliser pour recouvrir une camilla. Donc l'utilisation, c'est de recouvrir, on l'a vu, donc dans ce cas-là, c'est un autre shiur, c'est le shiur de 5 sur 5. Et donc nous n'avons pas de contradiction avec Rav Nachman, puisque Rav Nachman nous parle d'une autre sorte de peau. Nous tournons la page, et nous allons donc commencer la sugia du clave, du dursustus. Donc là c'est une sugia qui est plus facile. Une sugia qui est plus facile. Clave, nous avons vu dans la Mishnah un morceau de parchemin. Quelle est la quantité? Si un homme a sorti cette quantité, il a transgressé Shabbat, Kedirtov alav parasha ktana. Donc de quoi écrire une petite paracha. Donc bien sûr, nous l'avons déjà apporté plusieurs fois, lorsqu'on parle de shiur, c'est pour le chiyuv khatat ou le chiyuv skila. Mais il y a malgré tout une interdiction de sortir quoi que ce soit, mais moins que le shiur, puisqu'il y a le din de chatsi shiur qui assure aussi minatora. Mais par rapport au korban, au chiyuv mita, il y a les shiurim que nous avons vus dans les Mishnayot. Donc la Gemara nous dit une paracha ktana. Quelle est cette paracha ktana, cette petite paracha? Dans la Mishnah, c'est marqué paracha ktana sheba tfilin she Shema Israël. Donc la plus petite paracha des tfilin, c'est la paracha de Shema Israël. Urminu. Et pourtant, nous dit la Gemara, nous avons une contradiction. C'est marqué klaf vedursustus, kedirtov alav mezouza. Un klaf, un dursustus, quel est le shiur? De quoi écrire une mezouza? C'est-à-dire et Shema Israël et ve'ayim shamoa. Et la Tosfot nous explique exactement qu'est-ce que c'est le klaf et le dursustus. Rashi aussi nous donne une petite indication. Rashi nous dit le klaf, le dursustus, c'est un klaf lorsqu'on a pris la partie supérieure. Tosfot précise un peu plus et nous dit, lorsque nous avons une peau qui n'a pas été arrangée, qui n'a pas été ni grattée ni séparée, cette peau est appelée gvil. Lorsque nous avons, lorsqu'on va séparer, couper la peau, diviser la peau en deux, il y a deux parties de la peau. Il y a une partie qui est appelée klaf, c'est-à-dire la partie supérieure. Et avec la partie supérieure, d'un côté, il y avait les poils de la bête. De l'autre côté du klaf, c'était la partie qui était collée proche, on va dire, de l'autre moitié du dursustus qu'on a séparé. Le dursustus, c'est la partie inférieure qui d'un côté était sur la peau et de l'autre côté, donc était en contact avec le klaf. Comme nous allons le voir, pour les téphilines, on doit écrire sur un klaf. Pour les mezuzot, on doit écrire sur un dursustus. Dursustus, nous dit Tosfot, que c'est un lachon yavan grec qu'on appelle basar sustus. Vedur, c'est l'endroit, comme dur plan, tel endroit. Donc dursustus, c'est-à-dire le côté qui est vers la chair, la viande de la bête. Le klaf, c'est la partie supérieure. Même lorsqu'on écrit les tefilines sur le klaf, on n'écrit pas sur le côté du séhar, des poils, donc côté extérieur, mais le côté intérieur. Dans le Biur Halacha nous donne un siman, si nous avons un morceau de klaf devant nous, on ne sait pas quel est le côté des poils, quel est le côté intérieur, il suffit de voir de quel côté le parchemin va se rouler. En général, le parchemin se roule vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le côté qui était proche du bassin. Donc nous reprenons. Klaf ve dursustus. Klaf, donc c'est la partie supérieure de la peau, dursustus la partie inférieure. Quel est le shiur si un homme l'a sorti Shabbat, kedirtov alav mezouza. De quoi écrire une mezouza? Et mezouza, nous dit Rashi, c'est Shema vayem shamoa. Donc nous avons une contradiction. Dans la Mishnah, c'est marqué parasha ktana, Shema Israël. Et dans la Braïta, c'est marqué mezouza, c'est-à-dire Shema Israël et vayem shamoa. La Gemara répond, maïm mezouza, mezouza c'est le tefillin. Que signifie mezouza? C'est la mezouza qui est dans les tefilines. C'est-à-dire, même lorsqu'on a dit mezouza, c'est
une seule paracha, c'est-à-dire la paracha qui se trouve mezouza des tfilin, c'est-à-dire Shema Israël. Alors, on demande à l'Agma avec Aril le tfilin mezouza, tu appelles le parchemin des tfilin mezouza. L'Agma nous dit in. Oui, effectivement, puisque nous avons une braïta, nous allons voir Vatania. La braïta nous dit Retsuot tfilin, imat tfilin. Nous savons que, comme nous l'avons vu dans le premier pérec, il y a une impureté qui devait à Kodesh, et les tfilin aussi vont rendre impures les mains. Metamot et Tayedaim, l'époque et les mains vont rendre impure la terouma. Donc, Retsuot, les lanières des tfilin, imat tfilin, lorsqu'elles sont avec les tfilin, elles rendent impures les mains. Bifne atzman, lorsqu'elles sont seules, non pas avec le boîtier des tfilin, elles metamot edaim, elles ne rendent pas impures les mains. Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon, nogeh birtsuat taor. Celui qui touche la retsuat, la lanière est pure, même lorsque la lanière se trouve avec le boîtier, atchageh bektissa, tant qu'il n'a pas touché la boîte en cuir, il n'a pas impurifié ses mains. Rabbi Zakai Mishmo Omer, Rabbi Zakai a dit en son nom que il est taor, même lorsqu'il a touché donc la ktissa, tant qu'il n'a pas touché la mezouza, dire le parchemin lui-même. Donc on voit dans cette braïta que même dans les tfilines, les parchemins sont appelés mezouza. Donc nous reprenons notre braïta qui a dit que d'irtov alav mezouza, c'est-à-dire la mezouza, non pas la mezouza que nous connaissons Shema Vayem Shamoua, mais un parchemin des tefilines. Donc il n'y a pas de contradiction, on revient au même avec ce que nous avons vu dans la Mishnah, la paracha de Shema Israël. La Gemara continue, dit vers Mikatane Sefa. Pourtant, dans la même braïta, c'est marqué Klav, Kedirtov, ala parasha ktana shebat tfilin shema Israël. Donc, nous avons expliqué que dans la braïta, ce qui est marqué, de quoi écrire une mezouza, c'est-à-dire une mezouza des tfilin, c'est Shema Israël. Il n'y a pas de contradiction avec notre Mishnah. Mais pourtant, nous dit la Gemara, puisque dans la Sefa, c'est marqué Klav, Kedirtov, ala parasha ktana shebat tfilin, un morceau de clave, de quoi écrire une petite paracha des tfilin Shema Israël. Donc je vois que lorsque la braïta m'a dit mezouza, c'est vraiment une mezouza. Michlal derecha be mezouza atzma skinan. Et donc on se retrouve avec une contradiction entre la braïta et notre Mishnah. La Mishnah nous a dit Shema Israël, la braïta nous dit mezouza de Shema Israël vayem shamoua. La Gemara répond afi katane. Clave dursustus shiuram bekama. Donc voici comment il faut comprendre la braïta. La braïta commence nous dit le clave et le dursustus. Quel est leur shiur? Et la braïta viendrait répondre Dursustus, kedirtov alav mezouza. Le dursustus, c'est de quoi écrire une mezouza. Klav, kedirtov alav parasha ktana shebat tfilin shema Israël. Donc la braïta elle-même va dire pour le dursustus, étant donné que la dursustus on écrit une mezouza et on n'écrit pas de tfilin. Donc le shiur, l'importance de ce parchemin, c'est lorsque tu as de quoi écrire Shema et Vayem Shamoua, c'est-à-dire une mezouza. Klav, puisqu'on n'écrit pas de mezuzot, on écrit même les tfilin. Donc, Irtovala parasha ktana shebat tfilin Shema Israël, qui est Shema Israël. Donc, nous n'avons pas de contradiction, tout dépend si c'est du claf ou du dursustus. L'agma rebond à Marav, dursustus arik et claf. Rav a dit que le dursustus c'est comme le claf. Que veut dire le dursustus c'est comme le claf? Ma claf kotvim alav tfilin, av dursustus kotvim alav tfilin. De la même manière que sur le claf on peut écrire des tfilin, et bien sur le dursustus on peut aussi écrire des tfilin. Donc, d'après Rav, on pourrait écrire des tfilin même sur le dursustus, c'est pas seulement sur le claf. Tnan, la Gemara reprend, nous avons vu dans la Mishnah claf que d'irtov parasha ktana shebat tfilin shema Israël. C'est marqué que le claf, quel est le shiur lorsque tu as sorti un morceau de claf, de quoi écrire Shema Israël qui est marqué dans les tfilin. Donc, on peut lire la parenthèse claf et une dursustus là. Tout ce qui a été dit par chaque tfilin, c'est seulement du claf. Mais le dursustus, on ne va pas dire si tu as seulement de quoi écrire Shema Israël, mais si tu as de quoi écrire Shema Israël, Vayem Shamoua. Pourquoi? Puisque sur Dursustus, on n'écrit pas des tfilin. Donc c'est une contradiction à ce que nous a dit Rav. Et la Gemara répond les mitzvahs. C'est-à-dire qu'en vérité, on peut écrire sur Dursustus des tefilin, mais généralement, la mitzvah, Menamoufra, c'est d'écrire sur du claf. Le parchemin est meilleur. Et puisque les gens ont l'habitude d'écrire les tfilin sur du claf, donc si un homme a sorti du dursustus, le shiur est effectivement plus grand de quoi écrire une mezouza, puisque c'est l'habitude. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. Tashma l'agma continue, nous avons une braïta, c'est marqué Alacha le Moshe Misinaï, tfilin à la claf, ou mezouza la dursustus. La Alacha le Moshe Misinaï, donc c'est que les tfilin, c'est écrit sur le claf, c'est une lacha que nous avons reçue au Sinaï, Moshe Rabbeinu a reçu d'Akadosh Baruch Hu au Sinaï. Les tfilin sur un claf, mezuzah dursustus. Et la braïta continue, claf bim comme bassar. En général, le claf, on écrit du côté du bassar, c'est-à-dire du côté
de la chair, c'est-à-dire du côté intérieur. Et le doursoustous, là on écrit les tefilines, c'est bimkom se'ar, c'est-à-dire du côté extérieur, bien que il n'y avait pas sur le doursoustous de se'ar, parce que le se'ar était sur la partie supérieure, mais bimkom se'ar, c'est-à-dire l'endroit qui va vers l'extérieur. Donc tu vois encore de cette braïta que la mezouza est écrite sur un doursoustous et non pas les tefilines. La Gemara dit, tu peux aussi répondre les mitzvahs. C'est-à-dire la mitzvah minam mufra, c'est le klaf. Mais on peut écrire aussi sur doursoustous. La Gemara continue, Vatania, pourtant c'est marqué Shina Pasoul. Que si tu as inversé, c'est Pasoul. Donc ça voudrait dire que si tu as écrit des tefilines sur un doursoustous, c'est Pasoul. C'est le contraire de ce que nous a dit Rav. La Gemara dit pas du tout. À mezouza. Ce qui est marqué Shina lorsqu'il a inversé, c'est concernant la mezouza. C'est-à-dire la mezouza, si tu l'as écrite sur un claf, c'est pas soul. Mais les tefilines, tu peux écrire aussi bien sur un claf que sur un doursoustous. La Gemara continue, Vatania, pourtant nous avons une braïta qui dit Shina basé ou basé pas soul. Lorsque tu as changé l'un et l'autre, c'est pas soul. Donc l'un et l'autre, je vais expliquer. Si tu as changé, tu as écrit les tefilines sur un doursoustous ou la mezouza sur un claf, c'est pas soul. Donc c'est encore contradictoire à ce que nous a dit, contradiction à ce que nous a dit Rav. La Gemara répond, il divise à mezouza. On peut dire qu'en vérité, Shina, baiser ou baiser, c'est sur la mezouza. Et il y a aussi dans la mezouza deux changements possibles. Normalement, lorsqu'on écrit une mezouza, où est-ce qu'on l'écrit? Sur le doursoustous, mais de quel côté? Nous avons vu bimkom se'ar, du côté qui donnait vers l'extérieur de la bête. Eh bien, hadekat vinu aklav bimkom se'ar, lorsque tu as écrit sur un claf, bimkom se'ar, c'est-à-dire du côté extérieur, c'est pas sous la mezouza. Ou même, iname à doursoustous bimkom basar. Même si tu as écrit sur un doursoustous, mais du côté intérieur, c'est aussi pas soul. C'est-à-dire, la braïta qui nous a dit Shina basé ou basé pas soul, il ne s'agit pas des tefilines. Il s'agit de la mezouza. Et la mezouza, il peut y avoir aussi deux changements. Si tu as écrit sur le claf du côté extérieur, et bien sûr, à plus forte raison, du côté intérieur, mais puisque le doursoustous, généralement, on écrit du côté extérieur, donc viens te dire, si tu écris sur le claf, même du côté extérieur, c'est pas soul. Et aussi, sur le doursoustous du côté intérieur, c'est aussi pas soul. Veibaetema, où je peux encore te répondre qu'en vérité, Shina basé ou basé tanaï. Et tu n'as pas de question contre Rav, puisque cette halakha, si on a inversé, c'est-à-dire si on a écrit des tefilines sur un doursoustous, est-ce que c'est caché ou pas, c'est une marloquette tanaïm de Tania. Shina basé ou basé pas soul. Le Tanakama nous dit, si tu as échangé donc les tefilines sur un doursoustous ou la mezouza sur un clav, pas soul, et Rabbi Acha marchir, et Rabbi Acha permet. Mishum Rabbi Acha Bachanina, au nom de Rabbi Acha Bachanina, Vamrele Mishum Rabbi Yaakov Bachanina. Donc puisque Rabbi Acha permet, donc nous allons expliquer d'après Rav, Rabbi Acha permet d'écrire les tefilines même sur un doursoustous. Et donc Rav a suivi l'enseignement de Rabbi Acha. Baiser ou baiser les mezuzot. Après cette explication-là de la Gemara, on peut expliquer les tefilines et les mezuzot. Donc ce que nous avons vu, c'est que Rav a dit, le doursoustous a la même particularité que le clav. De la même manière que je peux écrire des tefilines sur un clav, je peux les écrire aussi sur un doursoustous. Pourtant, nous avons vu une braïta qui a l'air de nous dire le contraire, Shina baiser ou baiser pasoul. Si tu as inversé, c'est pasoul. C'est-à-dire si tu as écrit des tefilines sur un doursoustous, c'est pasoul. Ça, Rav nous dit, effectivement, il y a une marloquette tana. Il y a un tana qui dit que c'est pasoul, mais il y en a un autre qui dit que c'est kacher, et moi je suis ce tana. Rav Papa Amar Rav. Rav Papa va répondre, de dire différemment. Rav de Amar que Tana de Beminash. En vérité, Rav a expliqué comme le Tana de Beminash. Le Tana de Beminash, c'est marqué. Kadva la Neya. Lorsqu'on a écrit sur, on l'a écrit. C'est pas marqué qu'est-ce qu'on a écrit, mais on l'a écrit à la Neya sur un papier. Un papier, nous avons vu que c'est en général sur des herbes. Va la Matlit sur un morceau de tissu, soula, elle est pas soula. À la clave, sur un clave, à la gvil, à la doursoustous, kshera. De quoi il s'agit? Ktava mai. Hilima mezouza, s'il s'agit d'une mezouza impossible, puisque la mezouza, on ne peut pas l'écrire sur un clave. Mezouza, clave, mikadvinan. Et là, il s'agit de tfilin. Donc tu vois que les tfilin, on peut les écrire aussi bien sur un clave que sur un doursoustous. Mais la Gemara continue, nous dit, impossible d'expliquer ainsi, puisque c'est marqué aussi à la claf, à la gvil, va la doursoustous. Donc même sur le gvil, et pourtant, les tefilines, on ne peut pas écrire sur un parchemin gvil, c'est-à-dire qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas été séparé. Donc véritablement, dit l'agma d'après toi, puisque tu expliques que ceci se rapporte sur des tefilines, donc tefilin, à gvil, mikatvinan, est-ce qu'on écrit des tefilines sur un gvil? Juste une précision, Tosfot dit, mais si on explique sur tefilin, pourquoi c'est marqué au féminin katva? Katva, ça veut dire la mezouza. Tosfot dit la mezouza des tefilin, puisque nous avons vu que les parchemins sont appelés aussi mezouza.
Donc la Gemara continue, nous avons effectivement une question. Puisque c'est marqué qu'on peut l'écrire sur un claf, un gvil, un dursustus, il ne peut pas s'agir d'une mezouza, a priori, ni de tfilin. Et donc la Gemara nous dit, la kitanaïb et sefer Torah. Il s'agit d'un sefer Torah qu'on peut écrire aussi bien sur un claf, dursustus ou gvil. La Gemara dit, les mamesayele, est-ce qu'on peut apporter une preuve de cette braïta? Kayot sebo, c'est marqué, tfilin shebalou. Des tfilin qui se sont abîmés, qui ont vieilli, et sefer Torah shebala, ou un sefer Torah qui est vieux, qui est usé, et aussi même mezouza. On ne peut pas faire du sefer Torah une mezouza. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre le parchemin et en faire une mezouza. On aurait pu découper, par exemple, la paracha de Shema Israël qui se trouve dans le sefer Torah, rajouter ensuite Vayim Shamoa, puisque Shema Vayim Shamoa ne se trouve pas dans la même paracha dans la Torah. Donc, comme l'explique Tosfot, on aurait pu prendre Shema Israël et rajouter Vayim Shamoa, ou bien Vayim Shamoa et rajouter Shema Israël. Eh bien, on ne peut pas le faire. Pourquoi les fiches Moridim et Gdusha Chamura et Gdusha Kala? Puisqu'on ne peut pas descendre de Gdusha. On ne peut pas descendre la Gdusha d'un Sefer Torah pour la Gdusha d'une Mezouza, puisque la Gdusha du Sefer Torah est plus importante que la Gdusha d'une Mezouza. Donc là, nous dit Tamad en Moridim, toute la raison pourquoi on ne peut pas utiliser la paracha du schéma qui se trouve dans le Sefer Torah pour la Mezouza, c'est parce qu'il y a cette règle de En Moridim, on ne descend pas de Gdusha à Moridim. Mais si on aurait pu descendre de Gdusha, c'est-à-dire laissons à part cette halakha de descendre de Gdusha ou pas aussi, on aurait pu faire du Sefer Torah une paracha de Mezouza. Pardon, pas dans le cas du Sefer Torah, mais même dans le cas des Tfilin. Nous avons vu dans cette braïta que les Tfilin, on ne pourra pas aussi utiliser le parchemin des Tfilin pour une Mezouza. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas descendre de Gdusha. Sans cette raison de on ne peut pas descendre de Gdusha, on aurait pu écrire, on aurait pu utiliser la paracha des Tfilin pour une mezouza. Les tfilines sont écrits sur quoi? Si c'est sur un claf, on ne peut pas écrire une mezouza sur un claf. Donc on est obligé de dire que les tfilines ont été écrites sur un dursustus. Donc nous avons une preuve, à ce que nous a dit Rav, qu'on peut écrire des tfilines sur un dursustus. Donc la Gemara dit d'Ertive Amai, sur quoi les tfilines ont été écrites? Là, d'Ertive à dursustus, n'est-ce pas que les tfilines ont été écrites sur un dursustus? Et donc tu vois qu'on peut même écrire des tfilines sur un dursustus, parce que si les tfilines ont été écrites sur un claf, donc la question ne se pose même pas, est-ce qu'on peut l'utiliser pour une mezouza, puisque la mezouza ne peut pas être écrite sur un claf. La Gemara répond l'eau, d'Ertive à la claf. En vérité, les tfilines, on parle d'un cas où les tfilines ont été écrites sur un claf. Seulement, on mezouza à claf mikadvina, demande la Gemara, la mezouza, est-ce qu'on peut l'écrire sur un claf? La Gemara répond, eh bien oui. Ve'atania, nous avons une braïta, c'est marqué katva, la claf, la neyav, la matit psula, que si on a écrit sur un claf ou un papier un matlit, elle est psula. Amar Rabbi Shimon ben Lazar, Rabbi Meir, aya kodva la claf, mipnei shemishtameret. Donc Rabbi Meir dit, effectivement une mezouza, c'est vrai que Tanakama dit qu'on ne peut pas l'écrire sur un claf, et bien Rabbi Meir dit on peut l'écrire sur un claf, puisque le parchemin se conserve mieux, le parchemin du claf, et donc d'après Rabbi Meir, on peut écrire une mezouza sur un claf. Donc, d'après cette réponse, on va dire que lorsque des tfilines qui ont été écrits sur un claf, ces tfilines sont abîmés, sont usés, on ne pourra pas prendre ce claf et l'utiliser pour une mezouza. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas descendre de kedusha. Mais sans le problème de moridine d'une kedusha à une autre, on aurait pu effectivement utiliser le claf pour la mezouza, puisque la mezouza peut être écrite aussi sur un claf. Donc la Gemara, à ce stade-là, conclut. On va expliquer donc d'après Rav qu'on peut écrire des tfilines aussi bien sur un claf que sur un dursustus. Et on va dire aussi que la mezouza peut être écrite aussi bien sur un dursustus que sur un claf. Et la Gemara va dire, pour terminer, Ashta da'atit lachi, ici, effectivement, tu as cet enseignement de Rabbi Meir qu'une mezouza peut être écrite sur un claf, alors les Rav namé l'otema dursustus avokeklav. Donc maintenant, on va même inverser l'enseignement de Rav et on ne va pas dire que Rav s'est exprimé ainsi, qui a dit que le dursustus c'est comme un claf, c'est-à-dire qu'on peut écrire des téphilines sur un dursustus, mais Elaïma, tu vas dire le contraire. Claf aruk dursustus. Voici l'enseignement de Rav, c'est qu'un claf c'est comme un dursustus, c'est-à-dire ma dursustus kodvim alav mezuzaf, claf kodvim alav mezuzaf. C'est-à-dire on revient, on va dire que Rav n'a permis que d'écrire la mezouza sur un claf, pas seulement sur un dursustus, même sur un claf, mais d'écrire des tfilines sur un dursustus, ça, effectivement, Rav ne l'a jamais dit. Donc ça, c'est la conclusion de la Gemara. Nous avons noté donc deux possibilités de comprendre Rav. Ou bien Rav a permis d'écrire des tfilines même sur un dursustus, ou bien Rav a permis d'écrire une mezouza même sur un claf.
nous allons nous arrêter ici.